Bonjour tout le monde. Je pense que la plupart des gens ne connaissent vraiment pas. Alors, je suis Tim Bartholomeus, Owners Representative pour OCL en Afrique Ouest. OCL, c'est un armement hongkongais qui n'est pas vraiment présent dans le marché africain. Nous sommes seulement commencés dans l'année 2018. Je vais parler de quelque chose d'abord, quelque chose de très général de container shipping. Après, je vais parler un peu de rentabilité des armements, des problèmes actuels, la future, et aussi quelque chose qui est lié au shipping to and from the emerging markets. Juste quelques chiffres très très généraux. Il y a plus que 5 000 container ships dans le monde entier et en général, la valeur des marchandises qu'on voit, donc c'est plus ou moins 4 000 milliards de valeur. Bon, juste pour te dire, parce que ici nous sommes vraiment dans un environnement qui a le focus sur l'Afrique Ouest, plus ou moins dans le monde entier. Dans l'année 2021, on a envoyé 180 millions de TU, mais seulement 6% des conteneurs sont liés au marché subsahara africain, alors sur le marché africain. Alors 35% des volumes sont liés vraiment au intra-Asia market. C'est quelque chose d'important pour ajouter parce que pour la plupart des lignes, pas pour tout, mais pour la plupart des lignes, le marché intra-africain est un marché le marché intra-Asie est un des marchés le plus important. Je vais parler quelque chose de rentabilité parce que je pense que c'est le sujet le plus actuel pour tout le monde présent ici. Alors, il y a 3 slides qui parlent un peu de ça. Vous voyez ici les chiffres du dernier 10 années du profit and loss de tous les armements qui publient les résultats. Alors, comme vous voyez dans les résultats, vous pouvez voir que, par exemple, MSC n'est pas présent, mais la seule raison qu'il ne publie pas les résultats. La raison que j'ai montré ce slide, c'est juste pour te dire que après la crise financière dans l'année 2008-2009 jusqu'à l'année 2016, les résultats financiers pour les armements étaient horribles. Vous voyez ici les résultats. Je pense que la plupart des gens présents et qui sont dans la logistique connaissent encore l'histoire du Hanjin. En septembre 2016, Hanjin était faillite et tous les problèmes qui ont créé ça. Alors, le message qu'on veut donner à tout le monde est un peu que, ok, c'est vrai que les dernières 2 années, la rentabilité des armements en conteneurs était très bonne. Vous voyez même les résultats du premier 6 mois de cette année, et c'est vraiment les meilleures années, ce sont vraiment les meilleures périodes pour tous les armements. Mais si on va voir les années depuis 2008 jusqu'à 2016, les résultats étaient très différents. Et à cause de toutes les choses qui sont passées dès l'année 2008 jusqu'à 2016, vous voyez sur le slide qu'il y a beaucoup de armements qui sont disparus. D'abord, il y a l'histoire du Hanjin qui est faillite, mais aussi des compagnies comme Hamburg Sud, CSAV. Il y était beaucoup de mergers et acquisitions dans notre secteur, et je peux dire que on peut demander si c'est bon pour le marché ou pas. Les prochaines 2 slides juste montrent l'operating margin de tous les armements. Vous voyez les résultats du premier 5 de l'année 2011 jusqu'à 2015. Et après, les dernières années, quand vous voyez les résultats du premier 6 mois de cette année, ils sont assez bien. La prochaine...
Et ça même, c'est un understatement. Oui. Okay, bon. Je vais aussi dire quelque chose du Financial Stress Index qui existe pour tous les armements. C'est le Drewry Z-Score. Alors, le Drewry Z-Score, c'est... et je vais prendre mes notes. C'est le Drewry Z-Score indique la probabilité des armements, des compagnies du shipping lines pour une Financial Stress Index. Quelle est la probabilité pour un armement qu'il va être faillite ou pas? Alors, ça sont les résultats de juillet. On peut dire juillet 2022. On peut dire ils sont très bons. Ok, vous voyez tous les résultats. Et maintenant, je vais montrer les résultats de l'année 2018. Alors, c'est seulement il y a 5 ans. Alors, vous voyez dans l'année 2018, la plupart des lignes étaient en rouge. Alors, dans la distress zone, les caution zone, il y était seulement 3. Alors, les choses qu'on veut dire, les choses qui sont passées de 2008 jusqu'à 2016, c'était vraiment un grand problème et ça a eu des conséquences énormes. Mais bon, ok, on doit aussi dire que pour l'instant, ça va très bien. Et juste pour tout le monde, si vous pouvez prendre une photo. Je vais aussi parler un peu du current issues, juste pour te dire, la congestion, c'est un problème énorme pour le shipping industry. Pour l'instant, il y a une congestion de plus ou moins 3 millions de TU. Vous voyez ici sur l'index, c'est mentionné sur quelle zone. La plupart des congestions est dans l'Amérique du Nord, mais je dois dire aussi en Asie, en Chine. On connaît beaucoup de problèmes en Europe, bien sûr aussi un peu en Afrique, mais pas vraiment beaucoup. Mais si vous voyez dans le monde entier, c'est vraiment l'Amérique du Nord et aussi Nord-Asie, alors la Chine qui connaît du congestion. 3 millions de TU, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'un armement comme nous ne sommes pas le plus grand, nous sommes un armement assez petit. Notre capacité est 800 000 TU. Alors ça veut dire que 3 millions de TU, c'est plus ou moins presque 4 fois OCL en termes de congestion. Pour le monde entier, la capacité pour le monde entier est plus ou moins 24 ou 25 millions de TU. Alors, 3 millions de TU, c'est bloqué par la congestion. La congestion, c'est pas forcément lié aux armements, mais mais aussi les terminaux connaissent des problèmes énormes, un peu comme partout. Pas seulement il y a des problèmes en Afrique, mais par exemple aussi en Europe. Alors ça c'est la réalité qu'on connaît pour l'instant. Bien sûr, un autre problème actuel pour tous les armements, c'est le charter rates. Vous voyez ici les statistiques. C'est la statistique de août 2022. Pour l'instant, le charter rate d'un bateau de 8500 TU, c'est un peu plus que 150 000 dollars par jour. Si je vais comparer ça avec 2018, alors je prends le même août 2018, à ce moment, c'était 19 000 dollars par jour. Alors, le taux du charter rate, ils sont énormes. Si je vais comparer pour le new buildings, alors dans l'année 2020, OCL a commandé 12 bateaux de 21 000 TU par bateau. Le prix qu'on a payé, ce sont des chiffres publics. On a payé à ce moment 155 millions de dollars par bateau. Pour l'instant, pendant le mois de juillet, MSC a commandé des bateaux similaires et ils ont payé plus ou moins 100 000 dollars en plus. Alors, le prix était 255 millions de dollars par bateau. Okay, ça, c'est mieux. Bon, quelque chose qui est aussi très actuel dans
dans le monde du shipping, c'est la ratio du chartered versus owned vessels. Alors, qu'est-ce qui se passe? La plupart des armements ont leur propre bateau, mais ils cherchent aussi dans le marché pour trouver du chartered vessels. Alors, j'ai montré les statistiques de août 2022 et aussi de août 2018. La raison que j'ai mentionné ça, c'est juste pour te dire que la plupart des lignes ont essayé d'augmenter leur share dans leur propre bateau. Alors, par exemple, si je prends MSC, pour l'instant, le ratio était chartered versus owned, c'est 43, je dis ça correct, oui, 57% des bateaux de MSC sont des chartered vessels. Si je vais voir en 2018, c'est 66%. Alors, la plupart des lignes aussi chez nous ont essayé d'acheter plus de tonnage, mais bien sûr, le prix du tonnage était aussi assez haut, alors, mais ils ont essayé de changer le share du owned versus charter vessels parce que les charges pour les bateaux du charter sont très, très élevées. Bien sûr, quelque chose qui est aussi très actuel pour tout le monde, c'est le prix du bunker. Vous voyez ici une statistique du dernier mois. Alors, les prix du bunker sont explodés à cause de toutes les choses qui se passent dans le monde entier. Alors, et qu'est-ce que ça va donner pour le futur, c'est difficile à juger. Mais bon, c'est aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte. Un peu de la future, parce que la future, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Dans les prochaines 2 années, il y a une capacité qui va être injectée dans le marché du 5 millions de TU, alors surtout dans 2023, mais aussi dans 2024, beaucoup des allocations vont être injectées dans le marché, mais ce sont vraiment des très grands bateaux. Qu'est-ce que ça veut dire quand on injecte des très grands bateaux? Alors ça veut dire qu'il y a un effet de cascade qui va passer. Juste pour donner quelque chose, donner un cas de chez nous, dès avril l'année prochaine, les prochains bateaux de 21 000 TU vessels vont être livrés. Alors, ils vont prendre place dans notre service de l'Asie jusqu'à l'Europe. Ça veut dire que le bateau qui se trouve pour l'instant sur ce trade vont aller dans une autre trade et ça va créer une cascade effect. Alors, ça veut dire pour les axes est-ouest, on va quand il y a des nouveaux bateaux, on voit ça immédiatement, mais pour les autres trades, ça prend quelques temps. Mais si on voit ça du point de vue de l'Afrique, on pense que dans l'année 2023, il va y être des capacités supplémentaires qui vont être injectées dans le marché. Juste quelques chiffres du supply et outlook demand. Vous voyez vraiment, surtout pour l'année prochaine, que le supply va être très haut, mais le demande va être très limité. Alors, ça veut dire que on pense que les résultats qu'on a connus cette année ne vont plus être le cas. Je pense que ça, c'est la statistique le plus intéressant pour tout le monde. Ça, c'est le Shanghai Container Freight Index, le Spot Rate Index, alors qui donne une indication des taux à partir de Shanghai jusqu'à toutes les destinations. Vous voyez ici les résultats des dernières 2 années. Mais juste parce que c'est un index pour mettre ça un peu plus concret, dans le plus haut moment du marché pour un conteneur à partir de Shanghai jusqu'à Rotterdam, le prix est plus ou moins $13 000 pour un 40 pieds. Si on voit ça maintenant, aujourd'hui, le prix est plus ou moins $4 500 pour un 40 pieds. Le moment que Hanjin est allé faillite, quand Hanjin a connu les problèmes, à ce moment, le taux était $400 pour un 40 pieds. Qu'est-ce que ça veut dire?
je ne pense pas que les 13 000, c'est quelque chose de réaliste, mais aussi pas les 400, c'est quelque chose de réaliste. Alors, je pense que pour tout le monde, c'est mieux que les tarifs soient un peu plus stables. Mais bon, on ne peut pas changer le marché. Juste, ce sont un peu les chiffres un peu plus concrets. Je vais prendre les chiffres pour Lagos, de Shanghai jusqu'à Lagos. Le 23 septembre, un taux pour un 20 pieds, parce qu'à ce moment, on parle ici d'un 20 pieds, était presque $5 000 pour un 20 pieds. Si je vais comparer ça avec le chiffre d'il y a un an, il y a une réduction de 40%. Comme dernier point, je vais parler un peu de quelque chose du shipping to and from the emerging markets. La raison que j'ai mentionné, qu'on mentionne ça, c'est parce que pour OCL, nous sommes un armement très actif sur les axes Est-Ouest, mais nous ne sommes pas vraiment spécialisés sur les emerging markets. Alors, pour nous, c'est quelque chose de particulier et très différent des autres mondes. Juste pour te dire quelque chose, the worst performing agents pour nous, dans le monde entier, c'est Nigeria, et moi je m'occupe aussi du Nigeria, alors je n'aime pas ça trop, mais aussi le Bangladesh et le Pakistan. Alors le problème, c'est pas forcément lié aux équipes là-bas, mais juste la circonstance dans les pays. On connaît aussi vraiment beaucoup de problèmes avec l'équipement. Un paramètre qui est très très important chez nous, c'est le empty dwell time. Qu'est-ce que ça veut dire, empty dwell time? C'est le moment où un conteneur est vide et qu'il repart dans une origine ou une destination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, repart ou vide ou plein? Alors, pour donner des chiffres un peu très actuels, à Lagos, on connaît une dwell time que plus que 150 jours. À Côte d'Ivoire, on connaît une dwell time de 40 jours. Et c'est pas forcément lié aux équipes là-bas, mais c'est lié aux circonstances. Alors, chez nous, il y a vraiment beaucoup de pression pour bouger notre boîte, parce qu'on a besoin de boîtes partout. Et alors, ça pose des problèmes. L'imbalance qu'on connaît en Afrique ouest, il est énorme. Juste quelques chiffres. Pour le Cotonou, pour tous les 3 conteneurs qu'on exporte, on a seulement un conteneur à l'import. Alors, ok, bien sûr, nous sommes seulement actifs sur les axes Est-Ouest, un peu sur l'Europe, mais très limité. Mais et peut-être pour des autres armements, c'est un peu une autre histoire, mais que c'est aussi une réalité et ça coûte aussi beaucoup pour nous. Et bien sûr, tout le monde présent ici connaît aussi les problèmes liés aux documentations avec le coton. Et le problème le plus grand pour nous, dans l'Afrique ouest, c'est vraiment notre shortfall ratios. Dans des cas concrets, on a connu des shortfall ratios de plus que 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? On prévu 100 conteneurs sur une certaine escale d'un certain port, et à la fin du jour, seulement 50 TU est prêt. Et le plus frustrant pour nous, c'est vraiment que les conteneurs sont chargés, ils sont sur le terminal, mais on ne peut pas charger parce que la documentation n'est pas prête. Et ça donne vraiment beaucoup de problèmes parce que les ports comme Abidjan, Lomé, ce sont notre dernier port dans les rotations. Alors, ça veut dire à ce moment, on n'a pas on ne peut pas faire le top-up avec des vides ou charger des autres choses. Alors, à ce moment, on n'a pas le choix le bateau ne part pas plein. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours éviter, mais que c'est aussi un peu la réalité. Alors, un peu comme conclusion, je veux dire que, les dernières 2 années pour les armements étaient les meilleures années. Ça, c'est une réalité, mais si on voit les années de 2008 jusqu'à 2016, on doit aussi dire que les armements ont perdu beaucoup
beaucoup et on a connu une consolidation, on a connu l'histoire du Hanjin et ça c'est aussi quelque chose que tout le monde doit comprendre et que qu'on doit éviter ça. Alors, la future est un peu on pense qu'à cause de toutes les capacités qui va être injectées dans le marché, que le taux qu'on va voir ça sur les taux, mais je n'aime pas trop quand il y a des gens qui disent que des armements sont des voleurs, parce que c'est presque le message que certains gens ont donné à nous. Et je pense aussi pas que ça c'est vrai. Alors, merci beaucoup. Merci Tim pour cet exposé et cette transparence. Okay. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions. Oui, je suis sûr. C'est un des problèmes en dehors du prix qui a après finalement été répliqué auprès des acheteurs finaux. Mais c'était typiquement les boîtes qui revenaient à vide en Chine. Et donc ça, c'était excessivement frustrant parce qu'il y avait du coton prêt à charger qui est resté à quai à cause de ça, avec les prix qui chutent énormément malgré la congestion qui est encore partout, avec la Chine qui est en ralentissement économique. Est-ce qu'on aura plus de capacité de chargement, moins de boîtes qui vont repartir à vide bon. Et juste quand est-ce qu'on peut espérer récupérer la capacité de chargement qu'on avait avant, avec une récolte qui commence en décembre-janvier? Bon, je pense que pour l'année prochaine, que la nouvelle capacité va être augmentée dans le marché. Alors ça veut dire qu'à cause du cascade effect, on va voir aussi des choses en Afrique ouest. On commence déjà à voir des choses comme ça. Par exemple, pour nous, il y a il y a des bateaux additionnels qui sont injectés dans des services. Alors, on voit les premières choses de ça. Pour les boîtes, bien sûr, quand il y a des capacités qui sont injectées dans le marché, aussi les boîtes doivent suivre. Okay, le prix pour des conteneurs nouveaux sont plus hauts, mais tous les armements essayent injectent aussi des boîtes supplémentaires dans le marché. Alors, je pense que pour l'année prochaine, on va avoir encore des problèmes, mais les problèmes ne vont pas être pareils que cette année. Alors, pour l'instant, nous sommes vraiment à une tipping point et on voit déjà les premières choses de ça. Merci. Voilà, vous m'entendez, parfait. Ah oui, merci. Jean-Patrick Caumont. Merci beaucoup pour cet exposé. Je vais être très pragmatique. Je comprends l'économie d'échelle que vous avez avec le bateau de 21 000 tonnes. Je me demande si, justement, vous n'allez pas continuer cette congestion dans ces ports, parce que les ports qui peuvent recevoir des 21 000 tonnes sont quand même assez limités. Est-ce que la solution ne serait pas non seulement, de construire des bateaux qui soient un peu plus petits, qui permettent d'arriver dans des ports alternatifs, parce qu'aujourd'hui, les considérations des acheteurs sont évidemment sur le prix, mais surtout sur l'approvisionnement et la régularité de l'arrivée des conteneurs. Donc, est-ce que dans l'idée de construire des bateaux, est-ce qu'il n'est pas envisagé de construire des bateaux plus petits pour aller dans les ports alternatifs? Merci. Ok, merci. Pour l'instant, presque tous les bateaux construits sont vraiment des bateaux que plus de 15 000 TEU. Alors, vous voyez dans le monde entier, aussi en Afrique, avec les ouvertures des nouveaux terminals, que les nouveaux terminals essaient aussi augmenter leur capacité. Alors, je pense qu'on va voir dans le marché de 8 000 TEU, de 5 000 TEU, il y a encore assez beaucoup de bateaux, mais ils sont liés au marché où on peut utiliser des bateaux qui sont plus grands. Alors, on pense que les bateaux sont disponibles, mais ils sont pas encore dans les trades comme l'Afrique, mais ça va venir parce qu'à cause du cascade effect, les plus grands bateaux vont prendre ces places et petit à petit ça va venir. Et on voit déjà des premières choses de ça. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci. Question connexe.
Est-ce que la course au gigantisme, les Megamax, là, est terminée? Je crois savoir que le plus gros, c'est 24 000, Everrace. Est-ce que les limites physiques font le tirant d'eau, etc., c'est terminé ou ça va continuer? Le passage des... Oui, ok, il y a des plans pour construire encore des plus grands bateaux, mais quand OCL était l'armement je pense que c'était l'année 2003, à ce moment, on était l'armement avec le plus grand bateau qui était seulement 8000 TU. Alors à ce moment, tout le monde aussi pensait qu'il y a une limite, mais à cause de toutes les choses qui se passent au niveau technique, les bateaux ont grandi. Alors je ne pense pas que ça va passer dans les prochaines années, mais si on va voir dans 10 années, honnêtement, je pense que les bateaux vont être plus grands. Merci pour votre présentation. Ok, merci. Contrairement à ce que vous dites, on ne va pas vous traiter de voleur, mais seulement on constate que vous avez profité de l'occasion pour rattraper le retard en durcissant les conditions. Pendant que vous faites dessous, nous on perdait le peu de cheveux qu'on avait. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Comment? Qu'est-ce qui explique le phénomène, la hausse des coûts? Ok, bon, à la fin du jour, tout est lié au supply et demande, hein? Parce que je pense que c'est pareil pour toutes les choses. La raison que les taux étaient si hauts, parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin d'envoyer leurs marchandises, parce que sinon, le prix n'était pas comme ça. Alors, les choses que je pense qui sont aussi un peu une conséquence de ça, dans les années 2020-2021, quand on construit un bateau, ça prend... Nous, comme OCL, on a commandé 12 bateaux de 21 000 TU dans l'année 2020. Ils ne sont pas encore là. Ils vont seulement arriver l'année prochaine, 2023 et 2024. Et c'est pareil pour tous les armements. Alors, ça prend du temps. Quand on veut injecter des capacités additionnelles dans le marché, ça prend du temps et ça prend plusieurs années. Ça, c'est un peu la réalité. Pour complémenter la question ou la réponse, il n'y avait pas aussi un effet de rattrapage avec le Covid, avec toute un déséquilibre qui a été créé, et après avec le rattrapage, ça a amené les lignes à être réaffectées sur les lignes qui repartaient le plus vite, et d'où après justement un décalage. Ouais. Il y a bien sûr il y a un grand effet de Covid. À la fin du jour, les gens, à cause du Covid, les gens en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Afrique et en Asie, ils ont utilisé l'argent pour acheter des choses comme des vêtements, des télévisions, des choses comme ça. Alors, à ce moment, la demande a vraiment augmenté et la conséquence est là. Alors, mais à la fin du jour, pendant le mois de février, mars 2020, quand Covid a commencé, vraiment au début, le marché était complètement disparu, mais déjà après 3 mois, on voit les premières choses et les taux ont augmenté jusqu'à, je dois dire, le deuxième trimestre de 2022. Alors, ok, maintenant c'est une autre réalité, mais ok, le Covid a un effet, ça c'est clair, oui. Oui, merci pour votre intervention. Moi, je voulais reparler j'ai 2 petites questions. La première, c'est sur les prix. Donc, on a vu maintenant que les prix depuis l'Asie vers les États-Unis ou l'Europe ont quasiment été divisés par 10, sont revenus quasiment au niveau avant Covid. Par contre, entre l'Afrique et l'Asie, ce n'est absolument pas le cas. Il y a une certaine stabilité des prix, mais ils n'ont pas baissé. Donc, quelle est la raison? Et la deuxième question, c'est sur... Michael en parlait avant par rapport aux exports depuis l'Afrique vers notamment un pays qui est le Bangladesh. Ouais. Il y a une question qu'on a depuis des années sur savoir la capacité de ce port et puis des ports de transbordement à accueillir ces capacités gigantesques de coton, notamment africain, et les difficultés qu'on a de trouver de la place et puis d'avoir un certain service. Je sais que les compagnies maritimes sont assez
pessimiste sur ce corridor. C'est quoi les prévisions pour les prochaines années sur ce port, sur ce pays en particulier depuis l'Afrique? Okay, ouais. Peut-être pour répondre d'abord à ta première question, les taux. Si je vais voir les taux de l'Afrique ouest jusqu'à l'Extrême-Orient pour le coton, ils ont augmenté tous les trimestres, mais à la limite, les augmentations étaient limitées. Alors maintenant, nous sommes dans le slow season. Mais honnêtement, je pense que pour l'année prochaine, et on voit ça déjà dans les autres marchandises, on doit être honnête, et peut-être même dans le coton, il y a une pression sur les taux. Alors, on pense que pour l'année prochaine, c'est clair que les taux ne vont pas augmenter et il y a du pression sur le marché. Alors, je pense que certains taux vont un peu diminuer, honnêtement. Aux questions du Bangladesh, l'histoire, je pense que le port de Transbord, comme le port Kelang, le Singapour et aussi le Colombo, on a connu des grands problèmes. Mais à la fin, les problèmes étaient limités là-bas. Et par exemple, pour l'instant, port Kelang et Singapour, ça marche très très bien. Parce que si je vais voir, par exemple, pour Singapour, depuis des années, le port de Singapour était un des meilleurs ports dans le monde entier, mais il était à un certain moment, et c'est aussi lié au Covid, qu'il y était des soucis. Mais en général, pour le port de Transbord, surtout à Port Kelang et à Singapour, on est presque sûr qu'il ne va être pas vraiment de grands problèmes. Peut-être l'histoire à Colombo est un peu différente. Ok, ça c'est une autre discussion. Pour le Bangladesh, bien sûr, là-bas, la situation est un peu différente. Pour nous, comme j'ai dit au début, nous ne sommes pas le plus grand armement, mais notre restricting factor était toujours les problèmes à Châteaugramme. Alors, l'allocation de Port Kelang jusqu'à Châteaugramme, ça c'était notre plus grand problème. Alors, pour l'instant, c'est mieux, et on pense que ça va rester mieux, mais ok, on doit être réaliste. Toutes les années, surtout quand il y a le mousson, quand il y a la pluie là-bas, on a des problèmes et ça limite vraiment l'allocation. Okay? Je dois dire aussi, la situation à Châteaugramme est très particulière parce que, juste pour dire quelque chose, tout le coton qu'on voit de l'Afrique ouest jusqu'à l'Extrême-Orient, c'est déclaré comme General Cargo, mais à Bangladesh, notre agent doit déclarer ça comme Dangerous Goods Cargo. Alors, et ça crée des problèmes supplémentaires là-bas. Il y a le problème de ICD. Il y a un ICD qui a explosé il y a quelques mois. Alors, il y a des très, très grands problèmes à Bangladesh. Et honnêtement, je ne pense pas que ça va changer dans les prochains mois. Mais au point de vue capacité du port de Transbord jusqu'à Châteaugramme, ça va être mieux. Bonjour Tim. Bonjour. Merci pour la présentation. Et félicitations pour vos résultats. Merci. Mais plus que les résultats, je pense que, et tout le monde en conviendra, le vrai problème aujourd'hui pour nous, c'est la qualité de service. Ouais. Et est-ce que grâce à ces résultats, on peut espérer une amélioration du service qui s'est fortement détérioré depuis quelques années, et notamment depuis la période Covid? Voilà. Bon. Juste pour te dire que c'est les problèmes qu'on a connus avec la qualité des services, avec la reliability, parce que ça c'est le grand problème, c'est vraiment lié aux congestions. Alors j'ai montré le slide de congestion. Est-ce que la congestion va améliorer? Pour l'instant, pas. Mais honnêtement, à cause du marché, on pense que ça va être mieux. Surtout en Afrique, parce que, comme tout le monde le savait, dans quelques semaines, le nouveau terminal à Abidjan va ouvrir. Alors, aussi en Nigeria, il y a des choses qui vont changer à cause du leaky port. Alors, il y a aussi des capacités supplémentaires qui vont être injectées. Parce que vous avez vu le slide de New Buildings. Alors, normalement, on peut être sûr que ça va être mieux que cette année et l'année avant.
Mais je suis aussi sûr que ça ne va pas être parfait. Ça, c'est clair. Ouais. Parfait. Okay. Merci Tim, encore un grand merci pour l'exposé et la franchise. Okay. Merci. Merci.